Ah, Bonjour. voilà, Fabienne Bouzon. Donc, je suis praticien hospitalier en temps partagé en service de maladies infectieuses et au CPAS Bourgogne-Franche-Comté. Et à l'occasion de la semaine de la vaccination, semaine européenne de la vaccination, on a fait le choix de vous faire une présentation sur la rougeole, qui est d'autant plus d'actualité. Donc, je vais partager mon écran. Ah, mince. Partir de début, une vingtaine de minutes, voilà. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Parfait, parfait. sans souci. Très bien. Alors, je vous mets juste un peu sur le côté. Voilà. Très bien. Donc, la rougeole. Donc, déjà, juste un petit point sur ce qu'est la rougeole. Donc, c'est une maladie virale très contagieuse qui est soumise à une déclaration obligatoire, une incubation d'une 10 à 12 jours environ, et qui va se découper en une phase d'invasion, une phase d'éruption cutanée, une petite explication sur les complications possibles qui ont fait donc toute la gravité, un petit point épidémiologique et les conduites à tenir. Donc, concernant l'agent pathogène, c'est un virus à ARN de la famille des Paramyxoviridae et du genre Morbillivirus. Donc, il est composé de nucléocapsides, donc un ARN virus, et puis des protéines de surface. Concernant la transmission, c'est une transmission directe aérienne, essentiellement par les gouttelettes sous forme de particules, mais aussi en suspension dans l'air. Donc, le virus va rester actif et contagieux dans l'air ou sur les surfaces infectées jusqu'à 2 heures. Donc, la transmission va se faire dans la bouche, sur le nez, transmission dans les yeux, et donc jusqu'à 2 heures, éventuellement dans un local non correctement aéré. Concernant la physiopathologie, donc le virus va arriver par voie aérienne, il va coloniser l'épithélium respiratoire, aller ensuite vers les ganglions lymphatiques les plus proches et entraîner une première virémie, donc avec une diffusion dans les différents tissus lymphoïdes, le thymus, rate, les ganglions et l'appendice. Ceci va donner l'occasion d'une deuxième virémie et qui en fera donc toute la symptomatologie avec parfois des troubles digestifs sous forme de diarrhée le plus souvent, la fameuse atteinte cutanée, qui en fait le virus va s'introduire dans de nombreuses autres cellules de l'organisme et dans la peau, il va provoquer une réaction immunitaire qui va se manifester par l'éruption cutanée. Donc, on a l'exanthème et de façon concomitante, on a le fameux signe de Koplik dont on parlera un petit peu plus tard. Il peut y avoir donc un tableau de conjonctivite et puis aussi une atteinte au niveau rénal, pulmonaire et hépatique. Concernant la contagiosité, le R0 qu'on a beaucoup parlé lors du Covid-19, et bien voilà, on était affolé avec un R0 à 2, 3. Concernant la rougeole, on est du domaine du R0, 12, 18, voire 20. C'est-à-dire une personne contaminée va pouvoir contaminer jusqu'à 18 personnes. C'est donc l'un des plus contagieux en matière de virus. Concernant donc la phase d'invasion, bah, c'est là la problématique, c'est que ça va être un banal syndrome grippal, donc avec un écoulement nasal, de la fièvre, des frissons, maux de tête, fatigue, courbature, donc le banal syndrome grippal. Ça va durer 2 à 4 jours. Il peut y avoir une toux, et puis donc c'est là qu'on peut éventuellement avoir ce fameux signe de Koplik qui est typique, mais qui est inconstant et qui se découvre en regard le plus souvent de la première molaire. Puis la phase d'éruption, qui en général débute au niveau de la tête et qui va s'étendre progressivement de haut en bas et vers les extrémités, sachant que chez les tout petits en pédiatrie, on peut avoir d'emblée une éruption sur tout le corps. Donc, juste un petit récap pour expliquer que donc on va avoir une incubation, je le répète, de 10 à 12 jours. Donc, on a un comptage avec quelqu'un, 10, 12, 14 jours après. On a la phase d'invasion, donc avec ce fameux syndrome grippal et ce catarrhe oculo-respiratoire. Mais on est déjà possiblement contagieux. Puis, il va y avoir donc ce signe de Koplik qui est donc très fugace. Puis, la phase éruptive. Et en fait, la contagiosité, elle est importante 5 jours avant l'éruption, donc au moment de ce catarrhe oculo-respiratoire, et jusqu'à 5 jours après le début de l'éruption. Le diagnostic, eh ben, il va falloir l'évoquer devant tout patient, quel que soit son statut vaccinal, en présence d'une fièvre associée à une éruption maculopapuleuse et avec au moins un des signes suivants, c'est-à-dire une conjonctivite,
une rhinite, de la toux et le fameux signe de Koplik. Enfin, ne pas se baser que sur ce signe-là parce qu'il est vraiment très fugace et pas toujours facile à retrouver. À ce moment-là, même si on n'a pas la confirmation biologique, ça peut être, faire l'objet déjà d'un signalement à l'ARS. Concernant le diagnostic biologique, le principal examen à réaliser, donc, c'est la PCR, alors qui va être positive quelques jours avant l'éruption. Mais franchement, il y a peu de cas où on va être amené à faire cette PCR avant l'éruption parce qu'il faut évoquer le diagnostic. Donc, le plus souvent, vous êtes face à un patient qui a donc cette éruption cutanée. Donc, le premier examen qui pourrait être fait, donc, c'est cette fameuse PCR qui va se faire sur un prélèvement rhinopharyngé, qui peut se faire sur les kits salivaires. C'est souvent ce qui est employé chez les petits parce que c'est un petit peu moins traumatisant. Ça peut aussi se faire au niveau gorge, donc urine, parfois aussi, mais c'est pas là qu'on va le faire le plus souvent, et au niveau sanguin. Sachant que c'est l'adulte, c'est vrai qu'on aura peut-être plutôt tendance à faire un bilan sanguin. Concernant la sérologie, elle peut être prise en défaut au tout début. C'est comme ça qu'on a eu le cas récemment où la sérologie était donc négative et elle s'est positivée secondairement. Donc, face à une éruption cutanée maculopapuleuse et avec un tableau fortement évocateur, c'est la PCR qui va être le principal examen à réaliser, le plus souvent, donc je répète, sur un prélèvement nasopharyngé, mais qui peut aussi être fait au niveau sanguin. Elle peut être positive jusqu'à 10 jours après l'éruption cutanée. Concernant la sérologie, elle peut être encore positive jusqu'à presque un mois après le début de l'éruption cutanée. Le traitement, eh bien, il n'y a pas de traitement spécifique de la rougeole. Donc, la prise en charge des cas va consister principalement à dispenser des soins de soutien et à prévenir, à traiter les complications éventuelles de cette rougeole et surtout les infections secondaires. D'où l'importance, bien évidemment, de la vaccination en prévention. Concernant les complications, alors on va parler des moins sévères, donc l'otite moyenne aiguë, 7 à 9% des cas, jusqu'à 14% chez l'enfant, le petit enfant de moins de 4 ans. On a de façon 9 à 30% des cas, surtout là encore chez les tout petits, le fameux croup, donc c'est une larago-trachéobronchite avec une inspiration, une sorte de stridor assez caractéristique. C'est assez précoce, mais il peut y avoir aussi des réactions croup tardives. Et en général, c'est en lien avec des surinfections, et en particulier le Staph aureus, le pneumocoque, l'hémophilus et les BGN. Comme je disais tout à l'heure, on peut avoir donc des tableaux digestifs, donc qui vont se compliquer. On a des ophtalmites, enfin des kératites ophtalmiques, pardon, et parfois des atteintes cardiaques avec des péricardites et des myocardites. Les complications neurologiques et qui en font là aussi une extrême gravité. Alors, la réaction, on ne va pas dire immédiate, parce qu'on estime que c'est dans les 3 à 10 jours qui surviennent après le rash cutané. On peut avoir une encéphalomyélite aiguë disséminée, post-éruptive. C'est en fait une réaction auto-immune démyélinisante. Donc, c'est un cas sur 1000 à peu près, avec un tableau aigu de fièvre, de convulsions, déficits focaux. Euh, voilà, c'est pas le plus typique, mais ça peut arriver. On a des encéphalites à inclusion, encéphalite rougeoleuse subaiguë. Ça touche plus facilement des patients immunodéprimés, et en particulier surtout les patients infectés par le VIH. Donc, on a un délai d'apparition qui peut être un petit peu plus long, on parle de 2 à 6 mois après l'infection, avec une infection directe au niveau du cerveau. Et l'inquiétude, puisque malheureusement, c'est sur des délais beaucoup plus longs, c'est la panencéphalite sclérosante subaiguë, qui est une encéphalite post-infectieuse tardive, puisqu'on parle de 5 à 10 ans après une rougeole. L'incidence, un cas sur 1000 à 10 000, en sachant que le risque d'un panencéphalite est plus important chez les tout petits, éventuellement aussi chez les personnes immunodéprimées et les femmes enceintes. Donc, c'est quelque chose d'assez dramatique puisqu'on parle de régression motrice et cognitive avec des convulsions focales ou généralisées, ataxie, myoclonie, enfin tout ce que vous voyez là, des désordres dysautonomiques et qui peuvent arriver progressivement donc, au décès. Donc, avec le boom actuel, on peut s'inquiéter de ce qui va se passer dans une petite dizaine d'années. Il y a les complications pulmonaires. On parle de pneumopathie interstitielle à cellules géantes, plutôt là encore chez les patients immunodéprimés et qui malheureusement là aussi peuvent avoir une évolution fatale. Concernant la morbimortalité, on estime qu'environ un cas sur 4 pourra être hospitalisé.
1 sur 1000 pour aboutir vers le décès. Sur le plan immunitaire, cette rougeole, maladie, elle provoquerait une sorte d'amnésie du système immunitaire en détruisant les cellules mémoire et qui va entraîner une immunosuppression temporaire. On a eu des cas comme ça de gens, une sorte de sidération du système immunitaire suite à une infection rougeoleuse avec un surrisque justement d'infection à distance de cette éruption rougeoleuse. Les personnes à risque de forme grave eh ben, sont les tout petits, le moins d'un an, les femmes enceintes, entraînant un faible poids de naissance. Il peut y avoir des avortements spontanés, des morts intra-utérines ou de décès maternels, et chez les patients donc immunodéprimés ou sous traitement immunosuppresseur. Concernant la prévention, eh bien, la vaccination, depuis 2018, elle est obligatoire avec d'autres vaccinations, mais en tout cas une injection à 12 mois, suivie d'une deuxième injection entre 16 et 18 mois, qui est donc obligatoire pour tous les enfants nés à compter du 1er janvier 2018. Concernant les personnes qui sont nées depuis 1980 et qui sont âgées de plus de 18 mois, il y a des rattrapages pour obtenir au total 2 doses de vaccin trivalent ROR, donc avec un délai minimum d'un mois entre les 2 doses, et ce, quels que soient les antécédents vis-à-vis des 3 autres maladies. Hein, si par exemple, on a quelqu'un qui vous dit, mais moi j'ai déjà fait les oreillons ou j'ai déjà fait la rubéole, est-ce que j'ai besoin d'avoir le package ROR alors que je suis déjà immunisé? Ben, de toute façon, on n'a pas de possibilité de faire que la rougeole seule, donc on fera le package. De toute façon, les anticorps des oreillons que vous aurez vont automatiquement, en tout cas, le virus des oreillons sera inactivé par les anticorps déjà présents en lien avec votre immunité antérieure. Donc, il n'y a pas de problématique particulière de ce côté-là. La problématique actuelle, c'est que pour permettre l'interruption, voire l'élimination de la rougeole dans un pays, l'OMS estime qu'il faut atteindre une couverture vaccinale d'au moins 95% pour les 2 doses. Malheureusement, on est loin de ça. Viennent de sortir récemment là, les données de Santé publique France. On sera en gros à 86% sur le territoire français et la Bourgogne-Franche-Comté est à peu près dans les données nationales. Donc, malgré tout, loin des 95% recommandés. Sur le plan donc, de l'épidémiologie, il y a eu l'effet Covid. C'est certain que grâce, entre guillemets, si on peut parler de grâce à cette épidémie, on a eu une régression des cas de rougeole par des mesures barrières. Malheureusement, il y a probablement une dette immunitaire. Et puis, il y a aussi eu une régression des campagnes de vaccination, puisqu'on privilégiait la vaccination Covid au détriment d'autres vaccinations. Et là, on est confronté à une résurgence assez importante des cas de rougeole sur le plan mondial. Là, c'est des données qui datent d'il y a peu, là, de la Société européenne de microbiologie, la clinique et des maladies infectieuses, qui est actuellement à Barcelone. Donc, le nombre de cas de rougeole dans le monde a presque doublé en un an. Voilà, on a 88% de plus que le chiffre de 2022, donc en tout cas pour l'année de 2023. On a sur le plan du continent européen une multiplication par 30 du nombre de cas de rougeole en 2023 dans la région européenne, avec principalement des cas en Russie et au Kazakhstan. Et puis plus près de nous, la Roumanie est actuellement avec une grosse épidémie de rougeole. Et ce qui nous inquiète, donc il y a eu 117 cas recensés sur l'année 2023, donc une augmentation d'un facteur 8 par rapport aux données de 2022 des cas de rougeole, ce qui a entraîné donc l'édition d'un DGS urgent sur une vigilance renforcée dans le cas de la recrudescence de la rougeole en Europe et en France, et une grosse inquiétude au vu des Jeux olympiques Paris 2024 sur le risque d'importation. Alors, concernant les 117 cas qui ont été recensés en France, il y en avait donc une trentaine importés. Voilà, 27 ont été hospitalisés et 2 en service de réanimation. Les hospitalisations concernaient essentiellement des enfants de moins de 5 ans et puis des adultes de plus de 30 ans. Il y a eu un petit foyer dans une région de l'Ardèche, chez les collégiens, avec un petit groupe d'âge médian de 12 ans. Alors, quand on a regardé les carnets, parmi les cas éligibles à la vaccination, 44% n'étaient pas vaccinés contre la rougeole, 9% avec une seule dose, 1% étaient vaccinés, mais le nombre de doses était inconnu. Il y en avait quand même 46% qui avaient 2 doses. Donc, c'est là où ça peut poser questionnement parce qu'on se dit, bah, ils avaient 2 doses, donc où est le problème?
On sait très bien malheureusement que toute vaccination, quelle qu'elle soit, et même avec ce type de vaccin-là, on n'est jamais à 100%. Et là, en fait, ce qui a été mis en évidence, et ce qui était déjà recommandé quand on regarde le BEH des années précédentes, c'est que quand la vaccination a été initiée avant l'âge de 12 mois, ce qui était le cas sur les années 2011-2012, où il était recommandé à l'entrée en crèche de prévoir une vaccination rougeole, donc aux alentours de 9 mois, eh bien, il faut que ces enfants-là aient malgré tout un schéma de vaccination à 12 et à 16 et 18 mois. Donc, en fait, ils aient un schéma de vaccination à 3 doses. Et dans les cas survenus donc, dans ce collège, eh bien, la plupart, en effet, avaient eu justement cette vaccination recommandée, mais à 9 mois, et ils n'avaient pas eu donc les rappels avec 3 doses, c'est simplement que 2 doses. Alors, point positif du vaccin, c'est un vaccin vivant atténué, donc ça recrée les conditions de l'immunité naturelle. Donc, normalement, on est proche de l'immunité naturelle, mais malheureusement, on n'arrive quand même pas au 100%. Donc ça, c'est bien, c'est un vaccin vivant atténué. Il donc, va se développer dans l'organisme vacciné. Il ne va provoquer aucun symptôme normalement de la maladie, ou très modérément, mais il va permettre donc une excellente réponse immunitaire avec une stimulation antigénique continuelle, laissant suffisamment de temps pour la production de cellules mémoire. Problématique des vaccins vivants atténués, c'est leur contre-indication. Donc, grossesse en cours, même si l'administration par erreur de ce type de vaccin-là à une jeune femme enceinte ne va pas pour autant compromettre la grossesse et indiquer à un arrêt de grossesse, hein, mais voilà, ça fait partie des précautions d'emploi concernant les grossesses en cours. Toute immunodépression et tout traitement immunosuppresseur. Les effets indésirables, ben oui, ça peut donner une rougeur, une douleur au point d'injection, mais c'est assez banal. Un petit syndrome fébrile et parfois il y a eu des cas de rage cutanée pseudo-rougeoleuse post-administration de ce type de vaccin. Quelques informations sur les fake news. Je pense que vous avez dû en entendre parler. Il fut dans les années 98-2000. Il y avait eu ROR et autisme en Grande-Bretagne, avec un article qui avait fait débat, avec un vent de panique au-dessus de la couverture au Royaume-Uni. En fait, avec malheureusement des résultats qui étaient falsifiés. Il y a eu une rétraction de l'article et une radiation du médecin du registre médical. Malheureusement, cette publication a entraîné un impact important sur l'opinion publique au Royaume-Uni, avec une chute importante de la couverture vaccinale et un rebond dans les années qui ont suivi de cas de rougeole. Pourtant, les Anglais sont très, par rapport à nous, très, très pro-vaccination. Conduite à tenir. Alors, face à un cas de rougeole, il faut envisager l'isolement dès les premiers symptômes et jusqu'à 5 jours après l'éruption, hein, je vous le dis. Donc, la phase pardon, contagieuse, c'est 5 jours avant l'éruption, 5 jours après. Donc, 5 jours avant, c'est parfois compliqué. En tout cas, dès que l'éruption est là, c'est certain qu'il faut l'isoler pendant 5 jours. Il va falloir identifier les contacts à risque de forme grave parmi les contacts proches pour mettre en place la prophylaxie post-exposition. Alors, qui pourra être donc une vaccination post-exposition qui doit être réalisée pour être la plus efficace possible dans les 72 heures qui suivent le contact, sachant qu'on peut parfois dépasser. On ne sait jamais, hein. Si c'est fait à 96 heures, je pense que ce n'est pas dramatique. On peut avoir des fois des trous dans la raquette et permettre quand même d'éviter à quelqu'un, même s'il était vacciné au-delà. Mais on sait que voilà, le maximum de protection, c'est si c'est réalisé dans les 72 heures post-contact. Donc la vaccination, elle pourra être réalisée chez les enfants des nourrissons de 6 à 11 mois révolus, avec une dose donc, de vaccin trivalent, en sachant que donc, comme ils ont moins de 12 mois, il faudra là encore faire un rappel à l'âge de 12 mois et entre 16 et 18 mois. Concernant les personnes âgées de plus d'un an et nées depuis 1980, eh ben, il faut faire la mise à jour du calendrier vaccinal et rattraper ces gens qui ne seraient pas immunisés. Donc, j'attends déjà la question sur les gens nés avant 1980, mais on en parlera peut-être après. Et puis, concernant les gens qui ne peuvent pas bénéficier d'une vaccination, de par une immunodépression, de par une grossesse en cours, de par l'âge, donc qui sont notifiés dans le tableau que vous avez en dessous, ça va être l'administration d'immunoglobuline polyvalente, une dose d'immunoglobuline polyvalente qui doit être réalisée au plus tard dans les 6 jours post-contact. Donc, je vous ai mis les cas concernés. Donc, les femmes enceintes non vaccinées et sans antécédents de rougeole, les sujets immunodéprimés, et ça, quel que soit leur statut vaccinal et leurs antécédents avérés de rougeole.
Les enfants de moins de 6 mois dont la mère présente une rougeole et les enfants de moins de 6 mois, dont la mère n'a pas d'antécédent de rougeole et n'a pas été vaccinée. Et puis les enfants qui sont entre 6 et 11 et qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir la vaccination dans les 72 heures après le contact. Je vous ai mis donc les références qui m'ont servi donc à faire cette présentation et je suis éventuellement prête à quelques questions, réflexions. Voilà. Donc, je vais déjà peut-être en mettre une de questions. Donc, la question qui nous est souvent posée, c'est qu'est-ce qu'on fait face à quelqu'un qui est né avant 1980, puisqu'on n'a pas toujours trace d'une rougeole maladie, on n'a pas toujours trace d'une vaccination réalisée. Eh bien, s'il n'y a pas de contre-indication, je pense que même avant 1980, il faut les remettre à jour et rattraper les doses qui manquent. S'il n'y a pas de trace de maladie rougeoleuse, eh bien, il faut faire au moins une administration d'un vaccin ROR. Il y a la problématique des jeunes femmes enceintes. Vous avez entendu, donc, on a eu quelques cas de rougeole chez des professionnels de santé correctement vaccinés. Et correctement vaccinés, c'est-à-dire au-delà de 12 mois, et donc avec 2 doses. Malgré tout, il y a eu quelques cas de rougeole. Alors, on estime en effet que c'est 3% de risque potentiel de ne pas être correctement immunisé malgré une vaccination correctement faite. Donc voilà, c'est pas pour autant, pour le moment en tout cas, qu'il y a des modifications sans l'obligation de faire une troisième dose de vaccin rougeoleux. Mais pour le moment, voilà, s'il y a eu 2 doses correctement réalisées, normalement, on ne fait pas de nouvelles doses et on estime que les gens sont immunisés. Mais voilà, il peut y avoir parfois des trous dans la raquette. Donc la problématique, et pour laquelle je n'ai pas la réponse, j'ai sollicité le service de gynéco qui ne sait pas, concernant les jeunes femmes enceintes, justement, qui soit n'auraient pas fait la rougeole, soit, bon, ça pose pas de souci, si elles n'ont pas fait la rougeole et qu'elles n'ont pas été vaccinées, s'il sera des immunoglobulines, si elles sont en contact d'un cas de rougeole, mais si éventuellement elles n'ont eu qu'une seule dose, ou si elles ont eu 2 doses, mais pas dans les créneaux recommandés, c'est-à-dire avant l'âge de 1 an, est-ce que pour autant on va mettre en route des immunoglobulines? En tout cas, ce sont des personnes qu'on ne pourra pas vacciner. Donc là, ça fait partie des questions pour lesquelles il n'y a pas encore de réponse officielle et le collège de gynécologie ne sait encore pas, enfin, je n'ai pas à ma connaissance de notion de positionnement du collège de gynécologie. Je vous ai tué. Avant, il y avait un rappel, je n'ai pas bien vu. Avant, il y avait un rappel, là. Attendez, je regarde dans le chat. Non, il n'y a jamais eu de rappel à 6 ans. C'est-à-dire, si le rappel à 6 ans, c'était parce que les gens avaient peut-être oublié de faire correctement leur dose à quelques mois d'intervalle. Donc, rappel à 6 ans, c'était peut-être pour rattraper ceux qui n'avaient pas fait leur dose, leur deuxième dose. Merci Fabienne. Juste une petite question par rapport au contact. Le contact proche, comment on définit exactement pour Alors, une... ouais, c'est une excellente question. Contact proche, c'est un face-à-face. Alors, il n'y a pas de limite particulière, comme on sait qu'il y a une très grande virulence, une très grande contagiosité. Oui, Je veux dire, on va pas dire, tiens, ça fait 3 minutes, ça fait 10 minutes, à quel moment c'est le contact, oui, face à face, ok. minimum. Donc, ça va être le contact familial, ça va être la personne qui est dans la même chambre, à tel point qu'il y a même nos collègues infectiologues de la Salpêtrière qui estiment que si la porte est ouverte, il y a possibilité de passage de ce virus dans le couloir. Il faut considérer que tous les gens qui seront en passage dans ce couloir-là sont considérés potentiellement avoir été contacts. C'est très compliqué, mais Alors, concernant l'aération, j'imagine, bon, alors, c'est pas le but de cette présentation, hein, puisque le but de cette présentation, c'est de vous parler surtout de la pathologie. C'est vrai qu'on estime que c'est au minimum 15 minutes d'aération d'une pièce, si elle est capable d'être aérée. S'il n'y a pas d'aération possible, c'est au minimum 2 heures
dans cette pièce OK. qu'il y a un contact. Alors, c'est pas comme par exemple le méningo où on estime qu'en effet, ce méningo-là ne survit pas longtemps sur la surface et puis qu'il faut un minimum de au moins 15 à 30 minutes de contact face à face pour qu'il y ait de contamination. C'est des grosses molécules, donc ils restent pas en suspension. Là, je pense que le contact, même de quelques minutes, peut être considéré comme un contact. Alors, la sérologie n'a plus lieu d'être parce qu'on s'est malheureux. Alors, je sais que c'est ce qu'on faisait avant. En tout cas, moi, c'est ce que je faisais aussi, hein, je le reconnais, quand j'étais face à des patients immunodéprimés, en me disant, bah, au moins, s'il y a déjà une immunité, euh, et en fait, on ne sait pas trop ce qu'on peut en faire. On n'a pas une idée du seuil de protection et la sérologie n'a plus lieu d'être. Et donc, il ne faut plus réaliser de sérologie. On savait avant que quand on faisait des sérologies, si elle était positive, ben, on se disait, ben, c'est bien, il y a une preuve d'une trace d'immunité. Et si elle est négative, ben, on n'avait aucune preuve d'immunité parce qu'on peut penser qu'en cas de nouveau contact avec le virus rougeoleux, il va y avoir une réactivité avec la mémoire immunitaire. Donc, même quelqu'un qui était négatif, s'il avait eu deux doses, eh ben, on pouvait rien en conclure. Donc, il n'y a plus lieu d'être concernant la sérologie. Là aussi, on en parle parfois aussi pour les mamans, mais j'ai ce matin même eu mes collègues gynécos qui ne font même pas la sérologie des jeunes femmes enceintes quand il y a un contact. Alors, une enquête précise, oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. S'assurer que les gens. Alors, c'est vrai que le côté, oui, je sais, je me rappelle, mais il n'y a pas toujours de traces. Bon, c'est des fois un petit peu compliqué, mais c'est vrai que c'est s'assurer que les gens ont eu une rougeole et, si possible, validée, et puis rattrapage vaccinal quand on peut. C'est tout à fait ça. S'il y a d'autres questions. Oui, j'ai une autre question par rapport à les gens très âgés. Par exemple, imagine une situation EHPAD. On va considérer une personne très très âgée qui a un contact proche. Et ben c'est là, c'est toujours des excellentes questions. C'est très embêtant parce qu'en effet, on est face à ce qu'on appelle, par exemple, la petite jeune qui va voir sa grand-mère en EHPAD. Oui, Pour lequel bah, mamie, soit elle n'a pas toute sa tête pour savoir ce qui lui est arrivé, soit elle l'a peut-être jamais eu, c'est assez rare. C'est vrai que on peut espérer que dans cette population-là, il y a toutes les chances qu'elles aient fait la rougeole maladie dans leur enfance. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de preuves pour confirmer. Alors, si on se réfère aux recommandations, ce ne sont pas spécialement des gens immunodéprimés. Donc, voir si éventuellement, là aussi, on leur fait une dose de rappel, pourquoi pas. Concernant les immunoglobulines, ça va être un grand problème parce que bah, on n'a pas le stock d'immunoglobulines est pas non plus intarissable et que je pense qu'il y aura des indications bien, bien précises sur des gens bien spécifiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pour autant protéger nos personnes âgées dans les EHPAD, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est vrai que on va privilégier l'administration d'immunoglobulines aux patients immunodéprimés, chimiothérapie, greffés de cellules souches, pour lesquels il y aura eu un contact et pour lesquels, en effet, leurs défenses immunitaires sont telles qu'ils ont perdu probablement une part de leur immunité. Et donc, c'est chez ces gens-là qu'on va avoir des indications d'immunoglobulines. Donc, oui, je n'ai pas de réponse tranchée, ça va être au cas par cas. Mais c'est pas, voilà, on va pas faire des immunoglobulines systématiquement à ces personnes âgées, pour peu qu'elles soient éventuellement fragiles ou immunodéprimées, bah, parce qu'on peut peut-être espérer que justement, si elles ont 80, 90 ans, elles ont toutes les chances d'avoir fait leur rougeole auparavant. ok, merci.
Pas d'autres questions? Je ne sais pas si ça a répondu à peu près à ce que vous souhaitiez ou attendiez ou pas du tout. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous auriez aimé qu'on aborde ou d'autres problématiques? Et, dans ces conditions, on va terminer un peu plus tôt que prévu. Alors, peut-on avoir une déduction sur l'éruption cutanée? Oui, il y a plein d'autres viroses. Alors, je vais éventuellement vous parler du cas qu'on a eu pour lequel un diagnostic de dingue avait été évoqué. Voilà, donc un retour de voyage, le support où il sera disponible. Donc un retour de voyage dans une zone possiblement à risque de dingue. Euh, voilà, et donc oui, donc il peut y avoir d'autres éruptions. Voilà, pour les tout petits, les éruptions, les viroses classiques. Hein, donc je ne peux pas faire le diagnostic complet, mais après la problématique de cette pathologie-là, c'est le tableau inaugural qui est un banal syndrome grippal. Donc on ne va pas penser systématiquement à la rougeole face à un banal syndrome grippal avant qu'arrive l'éruption, malheureusement, parce que ce fameux signe de Koplik, comme je vous le disais, il est quand même tellement fugace et pas toujours présent que c'est pas sur ça qu'il faut se baser, quoi. Donc, bah, n'importe quelle virus, quelle qu'elle soit, euh, peut expliquer cette éruption cutanée hein, qui est maculo-papuleuse. Il peut y avoir aussi une érythrodermie, il peut y avoir un médicament mis en route avec une éruption d'intolérance, avec une éruption liée à une intolérance médicamenteuse. Voilà. Alors oui, ok, eh ben oui, c'est ce que je disais. Alors c'est en effet vérifier le calendrier vaccinal, vérifier qu'ils aient pu ou non faire une rougeole maladie. Alors soit ce sera notifié dans le carnet s'ils en ont un, soit c'est pas notifié et c'est un petit peu l'enquête familiale. Parfois les mamans, elles savent mieux que les personnes elles-mêmes s'ils ont fait la rougeole ou pas. Et puis s'il y a qu'une seule injection, eh bien je pense qu'on soit né avant ou après 1980, il n'y a pas à se poser de questions, quoi. Si on est face à un contact avéré, eh ben, c'est une dose de rappel s'il n'y a pas de contre-indication à cette vaccination et c'est idéalement dans les 72 heures. Je pense que c'est tout bon. Donc, je crois qu'en tout, enfin, je sais pas, je crois, j'en suis sûre, cette présentation a été enregistrée et puis donc le support pourra être disponible, n'est-ce pas, Patricia? C'est ça. Ah, alors, dans la région, oui, il aurait fallu que je regarde, je peux pas vous le dire là. On en a eu deux, nous, sur le CHU de Besançon. On attend de voir la suite. J'ai pas eu le temps de regarder Santé publique France, voir un petit peu près quelles étaient les dernières données là. Sur les données 2023, bah, sur la présentation, vous avez une diapo avec les 117 cas recensés sur le plan national. Bien, ben, je crois que on va arrêter là, sauf si... Très bien. Eh bien, je souhaite à tous une excellente journée. Bon courage pour la suite. Ah.
Alors, mauvaise technique d'injection, non. On se pose la question, ben, parfois peut-être d'un problème immunitaire, on ne sait jamais. Alors, tous les gens qui sont correctement vaccinés et qui ont malheureusement été en contact et qui ont fait une rougeole ne sont pas tous avec des maladies auto-immunes ou immunitaires. Mais en tout cas, ça fait partie de l'enquête, c'est de s'assurer l'avidité des anticorps et de voir un petit peu la souche incriminée. Et voilà, il y a des études. Non, la technique d'injection, non. Oh, non, je pense pas. Bien, et ben écoutez, bonne journée à tous alors et à une prochaine. Au revoir.